Europe 1, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, c'est une information Europe 1. La France renoue avec l'atome. Emmanuel Macron devrait annoncer prochainement la construction de nouvelles mini-centrales nucléaires en France. Les obsèques de Bernard Tapie auront lieu vendredi à Marseille. Une chapelle ardente va être dressée cette semaine au stade Vélodrome. L'ex-homme d'affaires et ancien ministre est mort hier à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. La France et les États-Unis tentent de renouer le dialogue après la crise des sous-marins. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite à Paris. Il doit s'entretenir avec Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères. Et puis une idée de sortie à la fin de ce journal à faire en famille, si vous êtes à Paris ou de passage dans la capitale, la Philharmonie des enfants. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Même les économistes s'inquiètent. L'inflation est en train d'affoler les compteurs. Un seul chiffre, celui de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro, plus 3,4% en septembre. Et la hausse vertigineuse des tarifs du gaz et de l'électricité n'a pas encore été prise en compte. Cette envolée du coût des prix de l'énergie relance le débat sur notre mix énergétique et donc sur la place du nucléaire. Une filière contestée dont on redécouvre les vertus en temps de crise, surtout ceux qui ont un œil sur l'Elysée, qu'ils soient candidat déclaré ou non. Et ce matin, Louis de Ragnel, vous nous dites qu'Emmanuel Macron va rouvrir le dossier de l'atome. C'est une information Europe 1. Le président a l'intention d'annoncer la création de mini-centrales nucléaires. Absolument. Ça fait à peu près 6 mois que l'Élysée y réfléchit pour des raisons énergétiques, mais aussi, vous l'avez compris, pour des raisons politiques venues de la droite. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas s'exprimer véritablement sur le nucléaire avant la réalisation d'études approfondies sur le 3e réacteur, l'EPR de la centrale de Flamanville. Et donc, pour ne pas se renier, le président a cherché une parade, un plan B, et quoi de plus séduisant pour lui que des SMR, c'est-à-dire des mini-centrales nucléaires moins contraignantes, moins gênantes, plus acceptables. Le chef de l'État a mis la pression sur EDF, mais le problème c'est que l'entreprise n'est pas en mesure de dire avant 2022 si elle est capable de produire des SMR français, car à ce stade, ça n'existe pas. Alors Emmanuel Macron est un peu coincé, il pourrait tout à fait annoncer une accélération des études sur Flamanville, mais selon nos informations, il a bien l'intention de couper l'herbe sous le pied de la droite en annonçant la création de ces mini-centrales nucléaires, même si elles ne devraient pas voir le jour avant une dizaine d'années. Un temps qui pourrait être raccourci s'il décidait de les acheter à l'étranger, une possibilité qui devrait être écartée pour des raisons de souveraineté. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Tiens, pour votre édification, SMR, ça veut dire Small Modular Reactor, petit réacteur modulaire donc. C'est encore à la une de l'actualité ce matin, il suffit de lire la presse. La mort de Bernard Tapie occupe beaucoup d'espace. Il était le battant pour le Parisien. Aujourd'hui en France, Libération rappelle les déboires judiciaires d'un businessman touche-à-tout. On y voit un Bernard Tapie en noir et blanc et ce titre en bas de couverture. Toutes affaires cessantes, comme pour mieux souligner la part d'ombre d'un personnage haut en couleur. Et puis il y a bien sûr cette une de la Provence, le quotidien dont il était propriétaire. Adieu boss. À l'intérieur, les lecteurs peuvent notamment lire la lettre hommage du président Macron à l'ex-ministre. Il était l'homme de Marseille, écrit le chef de l'État, qui salue la force et la volonté de l'ex-homme d'affaires. Oui, mais Bernard Tapie aura perdu son dernier combat, celui contre le cancer qui le rongeait. Vaincre ou mourir, il connaissait l'enjeu. La mort comme horizon, il en avait parlé il y a 2 ans au micro d'Europe 1, alors qu'il sortait d'une opération de l'estomac. Ce qui est emmerdant, c'est si vous êtes sur le point de partir en vous disant « j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ça, j'aurais dû, ou je laisse derrière moi ». Vous avez vu le stade Vélodrome quand on a su que j'étais malade ? 50 000 mômes, parce qu'ils étaient pas là à l'époque de la Coupe d'Europe, c'est leurs enfants. C'est bien, non, d'arriver à avoir donné du bonheur à des gens qui le transmettent à leurs enfants. Donc vous vous dites, bon, je suis pas né pour rien. Ensuite, j'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Voilà, mes copains sont les mêmes depuis tout le temps. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie. Bernard Tapie sur Europe 1 en 2019. Il était au micro d'Audrey Crespo-Mara. À l'annonce de sa disparition, plusieurs personnes se sont spontanément rassemblées devant son hôtel particulier rue des Saints-Pères à Paris. L'homme d'affaires y avait élu domicile dans les années 80. Et pour les riverains, Bernard Tapie avait tout du voisin très discret. Reportage Océane Théa.
C'était une apparition, une silhouette entreaperçue au coin de la rue Saint-Guillaume. Bernard Tapie n'était pas du genre à s'accouder au comptoir du café du coin ou à flâner dans les boutiques de luxe du boulevard Saint-Germain. Un homme discret dans le voisinage. Ça m'est arrivé, oui, de le croiser. Je le croisais en rue, ici au coin de la rue de Saint-Père, une fois tous les 3-4 mois. Je l'ai rencontré qu'une seule fois. En revanche, j'ai rencontré assez souvent sa femme. C'est un homme pressé. Pourtant, certains voisins se souviennent de sourires, de quelques mots échangés en allant chercher leurs enfants à l'école du quartier. Un tapis chaleureux qui a marqué la mémoire d'Esther. Il était dans sa voiture vite fumé, il descendait les vitres, il disait comment tu vas. Enfin, c'est vraiment le mec accessible dans toute sa splendeur. Ben voilà, aujourd'hui, c'est ainsi, il est parti. Mais il est parti pour d'autres aventures, j'espère. Esther l'assure, elle aura toujours une pensée pour Bernard Tapie à chaque fois qu'elle passera devant ce grand portail noir au 52 rue des Saints-Pères. Le cercueil de l'ancien président de l'OM sera exposé cette semaine, probablement dès jeudi au stade Vélodrome à Marseille. Ces obsèques auront lieu ensuite à 11h en la cathédrale de la Major, toujours à Marseille, vendredi. Bernard Tapie sera ensuite enterré au cimetière de Mazargues. Europe 1, il est 7h05. 2 semaines après la crise des sous-marins français et américains tentent de renouer le dialogue. Et de poursuivre la normalisation de leurs relations après le retour de l'ambassadeur de France à Washington la semaine dernière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu aujourd'hui à Paris. Visite de 2 jours pour sceller la réconciliation, Alexis Guilleux. Oui, les États-Unis disent vouloir rebâtir la confiance avec Paris. Anthony Blinken aura l'occasion d'en discuter avec Jean-Yves Le Drian. Les deux hommes se verront en tête-à-tête 10 jours après leur entretien à New York, à l'ONU. En tout cas, les signes de cette détente sont bien visibles à Washington depuis son retour en fin de semaine. L'ambassadeur de France, Philippe Etienne, a déjà repris le dialogue. Jeudi avec Jake Sullivan, le très influent conseiller à la sécurité de Joe Biden, puis avec Anthony Blinken vendredi. À Paris, le secrétaire d'État américain devrait rappeler la place de la France, un partenaire clé de l'Amérique, l'une des relations les plus fortes et durables des États-Unis, répète Washington depuis la crise des sous-marins. Pour cela, Anthony Blinken a un atout, il est francophone, il a vécu à Paris pendant son adolescence et il considère la capitale française comme sa deuxième maison. Reste à savoir si cela sera suffisant pour revitaliser la relation avec la France et avec l'Europe. Washington explique avoir des intérêts en commun avec ses partenaires historiques, l'Indo-Pacifique, la lutte contre le terrorisme, la sécurité européenne ou encore la protection du climat. Mais les États-Unis restent très vagues sur les actions concrètes qui permettront de retrouver cette confiance. Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 à New York. Enfin, une idée de sortie pour finir ce journal. Ça se passe à Paris. Et oui, la Philharmonie des enfants, 1000 mètres carrés consacrés aux 4-10 ans. Tout tourne autour de la musique, évidemment. Et l'exposition vaut vraiment le détour. Reportage Laure d'Autriche. Face à un orchestre virtuel, les enfants se mettent dans la peau du chef d'orchestre. Leurs mains se lèvent, la musique plus ou moins rapide s'adapte à leurs bras qui s'agitent. On gère un peu le rythme. C'est fantastique parce qu'on peut vraiment joindre les gestes à l'image et j'ai beaucoup aimé également le pianographe qui permet de faire des dessins en jouant simplement du piano et c'est vraiment fantastique. Avec l'aide d'une paire de chaussures ou d'un gant de boxe, ils peuvent aussi réaliser le bruitage de fragments de films de Chaplin. Ici, la musique est un jeu, dit Mathilde Michel-Lambert, la directrice de la Philharmonie des enfants. On sait que la musique produit des effets qui sont importants dans la vie des enfants, notamment des petits en développement. Donc si on leur donne le goût pour l'écoute et puis pour la pratique éventuellement, sans avoir un objectif d'en faire tous des musiciens, alors on se dit qu'on aura réussi notre pari. Voilà un lieu unique en France où l'apprentissage passe par le corps, par le chant, par le jeu, comme cela se pratique par exemple en Scandinavie ou dans certains pays de l'Est de l'Europe. Voilà, la Philharmonie des enfants à Paris, c'est tous les mercredis à la Villette, les week-ends et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Merci pour le conseil sorti, Christophe Lamarre. Vous revenez tout à l'heure à 8h30. Dans un instant sur Europe 1.